La croissance et l'enrichissement du monde, lui, ne va pas s'arrêter. On a de plus en plus de gens qui veulent consommer, et notamment avec des puissances comme les puissances chinoises, mais l'Asie d'une manière générale, et bientôt l'Afrique. On devrait avoir cette tendance sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années qui ne devrait pas changer. Donc moi, je suis assez confiant là-dessus. Comment se trouve Accor à ce moment où on va un peu ressortir sur les terrasses, réserver ses vacances? C'est quoi le monde des prochains mois pour Accor? Je crois qu'effectivement, on a atteint un point d'inflexion. On a plus de vents qui nous poussent que de vents qui sont frontaux. Il y a une certaine hétérogénéité quand même dans ce point d'inflexion. Dépendamment de où on est dans le monde, on a en fait des résultats qui ne sont pas les mêmes. Les endroits qui vont repartir le plus fort et le plus vite, c'est les économies qui sont fortes et qui sont larges, et qui aussi, dans nos métiers à nous, qui sont donc le travel and leisure, bénéficient en fait ou ont l'avantage ou la caractéristique de ne pas dépendre de flots de clients qui sont des clients étrangers de façon trop importante. Vous avez été les premiers à lancer un SPAC en Europe. Alors ça ressemble plus à un véhicule de science-fiction, mais ça reste un véhicule financier. Tu peux nous en dire quelques mots? Ah oui, c'est pas de la science-fiction, hein. C'est un véhicule qui existe depuis plusieurs années, mais qui effectivement a pris de l'emphase dans les derniers mois, dans la dernière année. Ce qu'est un SPAC, c'est des investisseurs qui se mettent d'accord pour mettre à disposition d'une entité qui s'appelle le SPAC, et cette entité doit utiliser cet argent pour faire un investissement dans une durée qui est en général limitée à 24 mois. Donc on se met d'accord, on met un montant X dans cette entité, et on demande à cette entité de trouver un business à acquérir. Le SPAC dont on parle est un corporate SPAC, donc ceux de la corporate étant Accor. Corporate, ça veut dire que dans le SPAC, il y a comme sponsor une société qui est Accor, et le sponsor aura pour rôle d'aider en fait à trouver les sociétés à acquérir, d'aider à filtrer en fait la nature des sociétés en termes de segments, mais aussi en termes évidemment de performance et de potentiel, et d'aider après à mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'intégration de cette société dans le SPAC se fasse au mieux. Aujourd'hui, Accor ne va jamais aller acheter une société de restauration qui vaut 1, 2, 3 milliards, parce que c'est pas comme ça qu'il faut qu'on utilise notre bilan, ça ne fait pas de sens. Le SPAC, lui, peut acheter cette société, et moi, donc, Accor, je suis dans le SPAC minoritaire, mais par contre, j'ai évidemment une relation privilégiée avec la société qui a été achetée par le SPAC, et on parlait de restauration. Eh bien, tout d'un seul coup, par le biais de cette relation privilégiée, je suis capable de l'offrir à tous les hôtels de mon réseau, et tous les propriétaires parsebiens en bénéficient. Ils ont une marque qui est une marque extraordinaire dont ils peuvent bénéficier dans le réseau parce que en fait Accor est là. Et donc le propriétaire est content parce qu'il est capable d'attirer du trafic et d'avoir des clients qui sont contents. Comme il est content et que tous ces gens-là viennent dans ces hôtels, et bien, le chiffre d'affaires suit. Comme le chiffre d'affaires suit, et bien, moi, en tant que manager, mes fees aussi, mes redevances suivent, et donc tout le monde est content. Les partenaires sont une composante importante de l'écosystème, y compris l'écosystème économique. Aujourd'hui, dans la stratégie qui fait partie de ton périmètre chez Accor, l'idée c'est d'aller remettre plus de contenu, d'aller créer un écosystème client qui amène du contenu dans les actifs. C'est quoi un petit peu le New Deal avec les partenaires à cette sortie du Covid? Pour nous, leur apporter cette profitabilité, ça veut dire en fait travailler sur le revenu et travailler sur les coûts. Je vais vous donner des exemples en fait. Sur tout ce qui est revenu, c'est toutes les campagnes que l'on est en train de mettre en place et où on essaie vraiment de faire de la chirurgie, c'est-à-dire de vraiment dépenser là où il faut, quand il faut, comme il faut, pour aider à ce qu'on maximise les endroits et les poches dans lesquels en fait cette reprise se fait. Après, il y a tout ce qu'on fait aussi sur les coûts. Sur les coûts, on a notamment fait beaucoup de travail sur tout ce qui est achat, donc s'assurer qu'on achetait intelligemment de manière à pouvoir maximiser à la fois la base de coûts et la base de revenus, et donc le total du compte de résultat en fait pour les propriétaires. Après, ce que l'on va faire et que l'on va continuer à faire, c'est que la boîte à outils, et notamment la boîte à outils digitale, est ultra importante, hein. Elle est de plus en plus importante, il y a de plus en plus de choses que l'on peut faire, que l'on sait faire, et de plus en plus d'informations qu'on peut utiliser pour être intelligent. Et donc, on va continuer dans ce sens-là. Et notamment, on va mettre en place une façon de travailler qu'on appelle la Digital Factory et qui nous permet d'être encore plus réactifs par rapport à la façon
dont les marchés évoluent. Est-ce que tu penses que cette équation de création de valeur, elle va rester aussi linéaire et se perpétuer pour le cycle à venir? Ou est-ce qu'il y a des adaptations qui vont être faites dans les modèles économiques des chaînes? Sur la partie RevPAR, moi je suis très confiant parce qu'en réalité, si on regarde sur 20 ans d'histoire, c'est un trend, donc une tendance qui a été affirmée et réaffirmée après les crises. Et donc effectivement, cette année est terrible, mais quand on regardera ça dans 5 ans, on se dira c'était quoi ce blip. Donc la croissance et l'enrichissement du monde, lui, ne va pas s'arrêter. On a de plus en plus de gens qui vont le consommer, et notamment avec des puissances comme les puissances chinoise, mais l'Asie d'une manière générale, et bientôt l'Afrique, on devrait avoir cette tendance sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années qui ne devrait pas changer. Donc moi, je suis assez confiant là-dessus. Après, sur l'offre hôtelière, elle peut évoluer. Sur l'offre hôtelière, elle peut évoluer. Nous, on voit une très forte demande pour tout ce qui est lifestyle. Si on regarde le lifestyle, si on prend le premier trimestre, 25% de ce qu'on a signé, c'était du lifestyle. C'est des chiffres qu'on n'a jamais en fait vus auparavant. Je pense que les gens, dans la façon dont ils vont regarder leur voyage, vont les regarder différemment, en faisant peut-être un peu plus de local, en combinant plus à la fois du business et du leisure, donc du bleisure. Je pars pour un voyage à l'étranger et je ne fais pas juste une journée à Singapour, mais je profite d'être à Singapour pour faire des choses autour. Et quand je fais ça, je vais dans des hôtels qui sont des hôtels où finalement j'ai une expérience qui est absolument unique. Tu as eu la chance de ne pas attraper le virus du Covid, mais j'ai le sentiment que tu as attrapé celui de l'hospitality. Comment ça se fait? Tu as découvert cette industrie un peu par hasard, ou c'était vraiment un vrai choix de carrière? J'ai fait en fait le plus clair de ma carrière dans l'industrie. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le semi-conducteur à faire des microprocesseurs, et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à faire des trains et des centrales nucléaires. Donc vraiment rien à voir avec l'hôtellerie. J'ai rencontré Sébastien Bazin, j'ai appris à connaître Accor, et puis je me suis dit ben, pourquoi pas. Et le pourquoi pas, il était en fait lié aussi à une chose qui était le plan de transformation qui avait été lancé. On est en 2015, et notamment le plan de transformation digitale. Je me suis dit que en fait, avoir un œil un peu différent, et notamment un œil d'ingénieur, ça pourrait aider. Et puis, je ne regrette pas une minute du temps que j'ai passé dans cette société. On manage, on doit aussi avoir un peu un travail introspectif, et on doit embarquer les gens derrière des transformations et dans des tempêtes. Tu as appris des choses un petit peu sur toi? C'était effectivement une période très difficile, et très difficile pour une raison évidente, qui était que chaque jour était différent. Quand on pensait qu'on avait atteint un cap, ou quand on pensait qu'on pouvait en fait voir quelque chose se passer, on découvrait le mois d'après qu'il y avait un nouveau virus, qu'il y avait en fait des évolutions des vaccins qui n'étaient pas celles qui étaient attendues. Et donc l'incertitude a rendu le management très difficile. Dans ces cas-là, il faut revenir à des règles de base. Et la règle de base, c'est qu'on se rattache à ce qu'on comprend, à ce qu'on connaît. Ce qu'on comprend et ce qu'on connaît, c'est qu'on avait une stratégie qui était très très claire. Et ce qu'on a fait à travers cette crise, c'est de coller à cette stratégie. Et coller à cette stratégie, ça veut dire concrètement continuer dans le modèle lifestyle dont on a parlé un petit peu, et faire l'acquisition, compléter l'acquisition de SBE, et se lancer dans l'aventure avec Ennismore. Donc ça, c'est des éléments qui sont finalement comment dans cette crise, on réussit à garder le cap, et en gardant le cap, à rassurer tout le monde, parce que la difficulté était de rassurer. Après, d'un point de vue, pour compléter la réponse, et d'un point de vue plus personnel, en fait, le truc que moi me surprend toujours, et que j'ai vécu dans cette crise encore plus, c'est quand on pense qu'on a atteint la limite, on sait faire plus. Et ça, je dois avouer que c'était vraiment très marqué, et on le voit dans ce que l'on a su faire par le projet Reset. C'est qu'on est capable, sur une base d'EBITDA 2019 d'à peu près 800 millions d'euros, de faire que cet EBITDA, toutes choses étant égales par ailleurs, avec le projet Reset exécuté, l'amener à 1 milliard. Donc c'est énorme comme résultat. Si on m'avait dit avant la crise, c'est ça qu'on va faire, j'aurais dit totalement impossible. Les gens étant mis en fait dans des conditions qui sont telles qu'ils ont vraiment dû se reposer des questions, et en fait totalement repenser la façon dont ils travaillent, on a été capable de faire quelque chose dont j'aurais cru qu'il était impossible. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci. Merci.